Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche partenariale en économie et finance. Je suis Riyad Ben Larech, journaliste de l'ILB. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Cahuc, professeur à Sciences Po, et Jérémy Herbelin, enseignant-chercheur au Centre de recherche en économie et gestion de Cergy Paris Université, qui vont nous présenter leur dernier ouvrage, Quelle politique de l'emploi pour les jeunes, qui a été publié au mois de juin dernier aux presses de Sciences Po sous l'égide de la chaire Sécurisation des parcours professionnels qui est dirigée par Pierre Cahuc. Alors avant de rentrer dans le vif de la présentation de l'ouvrage, quelques éléments de contexte à rappeler s'imposent. Le sujet de l'emploi des jeunes revient hélas très souvent dans l'actualité française, car cette catégorie de population est l'une des plus éloignées du marché du travail. En 2022, pardon, d'après l'INSEE, 17,3% des 15-24 ans étaient au chômage. En outre, la France compte un nombre important de jeunes décrocheurs, plus d'un million qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Pour remédier à ce fléau économique et social, la France alloue des budgets importants qui se répartissent dans de nombreux dispositifs, les missions locales qui maillent le territoire, les contrats aidés ou encore le développement de l'apprentissage, pour ne citer que ces exemples. Toutefois, les résultats ne semblent pas à la hauteur des moyens déployés et des ambitions affichées. Résultat des courses, la France connaît un chômage des jeunes plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE et aussi par rapport à des pays comparables comme l'Allemagne. Et ce constat pose de nombreuses questions. Pourquoi la France est-elle dans cette situation? Quels sont les bons exemples à suivre? Quelles sont les politiques à privilégier? Pour répondre à ces problématiques et bien d'autres encore, la lecture de l'ouvrage présenté aujourd'hui est très instructive. De fait, il permet d'identifier les lacunes françaises dans ce domaine et de formuler des recommandations pour inverser cette mauvaise tendance. Cet ouvrage se décompose en deux parties. La première concerne les politiques actives de l'emploi et la seconde porte sur les dispositifs déployés dans les milieux scolaires qui sont au cœur de l'actualité avec la réforme France Travail qui est en discussion, ainsi que la réforme des lycées professionnels. Pierre Cahuc et Jérémy Hervelin vont donc nous présenter les principales observations et analyses issues de leur ouvrage, et vous pourrez poser des questions dans le chat qui seront relayées après la présentation des deux auteurs. Pierre et Jérémy, c'est à vous. Merci beaucoup, Riyad, pour ce propos inductif très clair. Moi, je vais commencer par prendre la parole, puis Pierre me suivra. Juste un propos avant d'entrer dans la présentation du sujet. Les diapositives qu'on vous présente actuellement seront disponibles sur le site de la chaire sécurisation. Donc, il y a un post relatif à cette conférence dans la rubrique événements, donc, via lequel vous pourrez retrouver les diapositives. Et je crois que cette conférence est aussi enregistrée pour être ensuite rediffusée sur YouTube. Donc, pour les personnes autour de vous qui auraient bien voulu assister à la conférence mais n'ont pas pu, on vous remercie d'avance pour le partager. Donc, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire très clairement Riyad sur le problème du chômage des jeunes en France. Juste un élément, quand on regarde ce sujet, c'est une régularité statistique en fait que l'on observe dans tous les pays, c'est que le chômage des jeunes est toujours plus élevé que celui des adultes. Alors, c'est dû cette statistique en général est due au fonctionnement du marché du travail. Et les éléments qu'on pourrait apporter sur ce sujet-là et les réformes dont on pourrait discuter dépassent un peu le cadre de cet ouvrage et on vous réfère à d'anciens ouvrages publiés dans la même collection de la chaire qui portent justement sur les problèmes d'appariement entre offre et demande de travail par Alexandra Roulet, sur le salaire minimum de Jérôme Gauthier ou sur d'autres aspects que vous pouvez retrouver sur le site de la chaire. Et donc nous, au regard de la littérature qu'on a pu faire sur le problème de chômage chez les jeunes, c'est de se concentrer sur deux aspects qui nous paraissent expliquer pourquoi, malgré tout, certains pays réussissent mieux à insérer leurs jeunes sur le marché de l'emploi que d'autres. C'est d'un côté les dispositifs ciblés sur les jeunes hors du système éducatif et d'un autre côté les dispositifs ciblés sur les jeunes qui sont encore en formation scolaire. Donc, cette séparation, finalement, a été le parti pris pour rédiger l'ouvrage et c'est également le parti qu'on a dans cette présentation. Donc, on suit exactement en fait, le déroulé de l'ouvrage. Et moi, je vais vous parler très rapidement en fait, des dispositifs ciblés sur les jeunes hors du système scolaire. Et puis, je laisserai Pierre vous parler des dispositifs ciblés sur les formations professionnelles. Donc, quand on regarde les différents dispositifs ciblés sur les jeunes hors du système scolaire, ils peuvent être classifiés en trois grands groupes. Le premier d'entre eux est l'aide à la recherche d'emploi ou accompagnement. Donc, il s'agit de tout un ensemble de dispositifs dans lesquels des jeunes s'inscrivent chez les opérateurs de placement, donc qu'ils soient privés ou publics comme Pôle emploi et les missions locales, et dans lesquels les jeunes se font accompagner par un professionnel, en général un conseiller à l'instant professionnel et social, qui, au travers d'entretiens individuels, d'ateliers collectifs, de sessions d'information, aide le jeune à construire un projet professionnel
et ensuite à trouver un emploi, un stage, une formation pour lui faire découvrir le marché du travail. Donc là, vous avez dans ce cercle des acronymes relatifs à différents programmes qui ont été mis en place en France ces 30-40 dernières années, et dont les évaluations, lorsqu'elles ont eu lieu, euh, indiquent un impact globalement positif, mais faible sur l'accès à l'emploi. Donc, si je reprends l'allégorie de l'iceberg utilisée pour la partie 1, en général, les institutions communiquent sur le taux de sortie positif sur ces différents dispositifs ou programmes, à savoir 70% des jeunes qui ont bénéficié d'un certain programme se retrouvent en emploi 6 mois après ou 1 an après. Nous, ce qui nous intéresse en tant que chercheurs et économistes, c'est de savoir, finalement, parmi ces 70% de jeunes qui ont trouvé un emploi, combien en l'absence du programme, auraient tout de même trouvé un emploi. Et donc cette question, a priori très simple, mais qui est très compliquée à répondre, donc on mobilise différents outils statistiques et économétriques pour essayer justement d'apporter cette situation que l'on appelle contrefactuelle. Quand on arrive à mobiliser ces outils-là, on observe que l'impact de ces programmes d'accompagnement ont un effet très limité sur l'accès à l'emploi, donc sur le fait de trouver un CDD ou un CDI pour les jeunes, et surtout un effet nul sur les revenus et les salaires. À savoir qu'un jeune qui a bénéficié d'un programme d'accompagnement n'aura pas un salaire plus élevé qu'un autre jeune qui n'a pas bénéficié de ce programme-là. Et les recherches les plus récentes, qui essaient d'ouvrir un peu cette boîte noire de l'accompagnement et qui reposent sur des données qui sont nouvellement disponibles au niveau des relations jeunes-conseillers, montrent que l'effet de l'accompagnement dépend essentiellement du professionnel, donc du conseiller qui va accompagner le jeune pendant sa participation au programme. Et donc, quand on analyse l'effet de ces conseillers selon différentes dimensions, donc mettre le jeune en emploi, mettre le jeune en stage ou mettre le jeune en formation, on observe des effets différents, à savoir que des jeunes qui sont a priori identiques avant d'entrer dans ce programme-là vont se voir attribuer un conseiller qui aura des performances différentes sur la dimension considérée et donc des trajectoires professionnelles qui vont être différentes. Maintenant, ce qui est intéressant, et les éléments qu'on a à la disposition sont encore au stade embryonnaire, on espère que dans les années à venir, on aura des éléments plus concrets, c'est de comprendre finalement ce qui permet à ces conseillers qui ont le plus d'impact sur la dimension considérée, d'aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Alors, ce qui a l'air d'émerger, c'est que ce n'est pas tant les traits de personnalité ou de caractère des conseillers qui expliqueraient leur meilleure performance sur les dimensions, mais plutôt leur pratique. Et donc là, on espère que dans les années à venir, on pourra savoir est-ce que c'est le fait d'avoir des entretiens fréquents, le fait d'être supportif vis-à-vis d'un jeune à travers des SMS, des appels pour le maintenir une confiance, qui vont déterminer des pratiques plus ou moins impactantes. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur le premier grand type de programme. Ensuite, on a les contrats aidés, qui sont un autre levier important pour aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Donc, dispositif qui existe en général depuis 30-40 ans et qui a pris différentes formes. Depuis 10-15 ans, les contrats aidés en général sont des subventions de salaire accordées par l'État, soit des entreprises dans le secteur privé, soit des associations dans le secteur public. Donc, je grossis le trait, mais globalement, on est proche de ça désormais. Et au fil du temps, les contrats aidés ont pu servir des objectifs différents. Ici, on a pu voir la promotion de contrats aidés pour réduire les asymétries d'information, c'est-à-dire d'un côté aider les jeunes à pouvoir appréhender le marché du travail, comment fonctionnent les relations professionnelles au sein d'une entreprise, pouvoir négocier des salaires, voir quelles sont les compétences nécessaires, et puis permettre aussi aux entreprises de scruter en fait la performance du jeune et voir quelles sont ses capacités, ses besoins, adapter son organisation. Au-delà de ça, on a pu aussi promouvoir les contrats aidés pour améliorer la productivité des jeunes, à savoir à travers l'expérience accumulée en emploi, de pouvoir contribuer de manière plus importante à la valeur ajoutée dans l'entreprise. On a aussi vu la promotion de contrats aidés pour éviter la désocialisation d'un public jeune, et spécifiquement dans les contrats aidés du secteur non marchand, où, on va en dire 2 mois après, mais les publics sont en général des jeunes qui ont un niveau d'éducation plus faible, qui ont un soutien moindre de leur environnement familial, qui ont plus de problèmes au déplacement, à l'hébergement, et donc qui ont un risque plus important d'être marginalisés vis-à-vis du reste de la société, et où les contrats aidés peuvent permettre à ces jeunes de rester dans un cercle productif. Et puis enfin, on a aussi vu la promotion de contrats aidés pour des enjeux électoraux. Alors ça a été montré de manière très claire en Allemagne, où des chercheurs ont montré que dans les années 80 et 90, la promotion de contrats aidés était d'autant plus importante dans les différentes régions qu'on était en année d'élection électorale.
que par rapport à des années hors élection. Parce que l'idée, à travers le subvention de la partie du salaire d'un jeune, c'est d'abaisser le coût du travail pour l'entreprise, donc de les inciter à embaucher, ce qui mécaniquement réduit le chômage et donne l'illusion aux électeurs que la gestion du bien public par l'homme politique est efficace. Alors, à finalité différente, contrats différents et résultats surtout différents. Donc ces différents contrats aidés, hein, qu'on peut classifier globalement comme contrats aidés dans le secteur marchand ou contrats aidés dans le secteur non marchand, donc subvention de salaire aux entreprises ou subvention de salaire aux associations, on observe dans la littérature une convergence des résultats et qui indique une meilleure efficacité en fait, des contrats aidés du secteur marchand par rapport aux contrats aidés du secteur non marchand. Et on observe que cet effet positif est surtout signalé lorsque le contexte macroéconomique est favorable. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation où la conjoncture incite à l'optimisme des entreprises à pouvoir embaucher par la suite, l'effet des contrats aidés permet aux jeunes bénéficiaires de pouvoir être embauchés en emploi non aidé par la suite. Alors maintenant, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, pour expliquer l'effet positif trouvé des contrats du secteur marchand par rapport au non marchand, c'est le public différent. Je vous l'ai dit juste avant, c'est que les jeunes en général qui sont bénéficiaires d'un contrat aidé dans le secteur non marchand sont plus éloignés de l'emploi que les jeunes bénéficiaires des contrats aidés du secteur marchand. Donc rien ne nous dit que ces jeunes-là, s'ils étaient en secteur marchand, auraient eu un effet aussi bénéfique. Et l'autre point, c'est que les compétences qui sont acquises au sein des associations dans le secteur non marchand, finalement, n'ont pas l'air d'être tant valorisées par les entreprises lorsque les jeunes recherchent un emploi dans le monde privé. Et les effets positifs qu'on observe au niveau individuel sont également à contrebalancer par les effets qu'on pourrait observer au niveau agrégé plus macroéconomique, dans la mesure où les études qui trouvent un effet positif des contrats aidés du secteur marchand, c'est premièrement la non prise en compte des effets d'aubaine, à savoir que les entreprises auraient dans tous les cas embauché un jeune même en l'absence de subvention. Et deuxième élément, c'est les effets de substitution, à savoir que l'embauche d'un jeune en contrat aidé a pu se faire au détriment d'un salarié plus âgé. Et donc rien ne nous dit que l'effet positif observé au niveau individuel se traduit par un effet sur le taux de chômage au niveau du pays. Donc, en excluant quand même ces effets au niveau macroéconomique, en se concentrant sur les effets au niveau individuel, il y a des méthodes récentes ces dernières années pour évaluer l'effet des contrats aidés sur l'accès à l'emploi, l'accès à des entretiens d'embauche, qui justement dépassent un peu les limites inhérentes aux méthodes utilisées traditionnellement pour évaluer les contrats aidés. Et les résultats tendent à indiquer deux conditions, alors, qui sont loin d'être suffisantes, mais qui semblent néanmoins nécessaires pour permettre aux jeunes de trouver un emploi non aidé après le passage en contrat aidé. C'est de 1, cibler les compétences qui sont valorisées par les entreprises, donc que l'expérience ait été acquise dans le marchand ou dans le non-marchand. Si les compétences sont reconnues par les entreprises et valorisées, forte chance que l'expérience en contrat aidé soit positive. Et deuxièmement, que ces compétences soient certifiées par un diplôme, un titre professionnel, une CQP, ou toute distinction qui soit reconnue par un ministère ou une branche professionnelle qui permette de signaler sur l'ensemble du territoire que les compétences acquises le sont bien. Voilà pour les éléments récents sur les contrats aidés. Je vais terminer cette partie par la formation professionnelle qui correspond au troisième grand pilier des dispositifs ciblés sur les jeunes hors du système scolaire. Alors pendant très longtemps, quand on regarde les évaluations scientifiques qui ont été établies dans les années 80, 90 et au début des années 2000, on observe en général un effet moyen nul. Autrement dit, le fait de bénéficier d'une formation n'améliore pas l'accès à l'emploi et le revenu par rapport à ne pas avoir bénéficié de cette formation-là. Et les articles les plus récents, qui bénéficient de données plus fines sur les jeunes en formation, et donc pour lesquels on a les dates d'entrée et de sortie, la durée, le type de formation, on observe que cet effet moyen nul cache en fait des disparités selon le moment auquel on se place par rapport à la formation. Et donc, ce qu'on observe tout d'abord, c'est que la formation a un effet sur l'accès à l'emploi et le chômage avant même que celle-ci n'ait commencé. Deux grands effets ici sont mis en avant dans la littérature. Le premier, c'est ce qu'on appelle un effet menace, qui en général apparaît dans les pays où l'entrée en formation des jeunes, après une certaine durée passée au chômage, se fait de manière un peu forcée par un conseiller. Donc dans les pays où, après 6 mois ou 1 an passé au chômage, l'entrée en formation
et forcé par le conseiller, on observe un effet positif sur l'accès à l'emploi. De telle sorte à ce que les jeunes, plutôt que d'entrer en formation dans un futur proche, préfèrent quitter le chômage et trouver un emploi. Alors les effets sont faibles, mais néanmoins significatifs. Et inversement, dans les pays où l'entrée en formation se fait après avoir acquis un certain nombre de droits et où le financement de la formation est assuré et permet le financement d'une formation choisie cette fois par le jeune, cette fois on observe un allongement de la durée au chômage, ce qu'on appelle un effet anticipation. C'est-à-dire que le fait d'anticiper une entrée en formation dans un futur proche réduit l'effort de recherche d'emploi des jeunes et augmente leur durée au chômage. Ensuite, une fois l'entrée en formation établie, on observe ce qu'on appelle un effet d'enfermement, qui va être d'autant plus long que la formation est longue. Autrement dit, lorsqu'un jeune entre en formation, on voit de manière très claire que la recherche d'emploi diminue. C'est-à-dire que le jeune, pendant sa formation, occupe son temps à suivre le contenu de la formation et cherchera un emploi après. Et donc, après, on observe en général un effet positif. Et là, l'effet positif sera d'autant plus fort que la formation a été longue et certifiante. Et on voit très clairement des effets bénéfiques sur l'accès à l'emploi, soit temporaire ou permanent, des effets bénéfiques sur le salaire, sur l'éducation, donc des jeunes qui, après des formations professionnelles, ont pu retourner dans une formation en lycée professionnel pour suivre un bac pro, ou en BTS, ou en licence pro dans le supérieur. Des effets aussi positifs sur le civisme, avec un moins grand nombre d'infractions, de délits commis par les jeunes. Et donc, ce qui ressort ici sur les effets de la formation professionnelle, c'est que celles-ci auront un effet d'autant plus fort que les formations auront été longues, intensives et certifiantes. Donc, ce qui laisse maintenant poser la question du coût de ces formations. Donc là, on vous met de manière très sommaire trois grandes formations qui sont à la frontière entre la formation professionnelle et l'accompagnement en France. Le service militaire volontaire, les EPID et les E2C. Vous voyez que la durée moyenne d'un accompagnement est entre 6 mois et 1 an. Donc, vous avez les taux de sortie positifs qui sont pour 60-70%, qui ne nous renseignent rien sur l'efficacité de ces dispositifs. Donc, il y a une évaluation plutôt récente par la Fédération TEP de l'Université Gustave Eiffel du dispositif service militaire volontaire qui trouve un effet positif fort sur l'accès à l'emploi et sur tous les résultats que je vous ai évoqués avant. Mais pour un coût autour de 37 000 € brut par jeune. Et puis les deux autres dispositifs pour lesquels on n'a aucune information sur leur impact, à savoir que seraient devenus ces jeunes s'ils n'avaient pas bénéficié de ces programmes-là, pour là aussi un coût monétaire qui semble relativement élevé. Et les seuls points de comparaison qu'on a se trouvent aux États-Unis pour des programmes d'ampleur équivalente mais à moindre frais. Ce qu'on observe en général, c'est que 1 à 9 ans après la sortie du dispositif, le coût reste supérieur au bénéfice qui a été apporté par la formation. Ce qui nous laisse supposer que il peut y avoir des arbitrages dans la manière dont les ressources publiques sont allouées. Et en suivant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », ça nous a amené à regarder ce qui a été proposé du côté des dispositifs ciblés sur les jeunes et les formations du système scolaire. Et donc là, je laisse Pierre prendre le relais et vous présenter les principaux résultats sur cette partie. Ok, merci Jérémy. Effectivement, étant donné, il y a deux éléments qui nous ont conduit à nous concentrer aussi sur finalement ce qui se passe à l'école, en milieu scolaire. C'est d'une part la tendance générale de la littérature sur le sujet qui montre qu'il est préférable d'intervenir plus jeune pour les personnes plus jeunes. Il y a vraiment, en général d'ailleurs très jeunes, mais en tout cas, effectivement, on peut déjà commencer à remonter aux personnes qui sont en milieu scolaire et regarder quelles sont potentiellement les sources ici de problèmes. Et puis, deuxièmement, effectivement, c'est ce qu'a souligné Jérémy, c'est le fait que regarder l'efficacité des dispositifs existants nous conduit à des conclusions finalement assez mitigées quant à leur impact. Et ça, c'est quelque chose qui est un reflet vraiment de l'ensemble des recherches sur le sujet. On s'aperçoit que effectivement, toutes ces interventions ont des effets hétérogènes en tout cas, mais en moyenne très limitée. Voilà. Donc on s'est concentré sur 3 points, regarder un peu quels étaient les problèmes qui pouvaient émerger à partir de l'offre de formation. Dans l'offre de formation, il y a à la fois le choix des spécialités, et puis il y a un autre thème qui est très important, c'est est-ce qu'on choisit plutôt l'apprentissage, l'alternance ou le lycée, ou les formations professionnalisantes en milieu scolaire. Et puis il y a aussi la problématique de l'orientation, comment orienter au mieux les jeunes à la fois pour choisir leurs études et leur entrée sur le marché du travail. Donc si on commence par l'offre de formation, ce qui est bien connu, c'est l'importance du diplôme, effectivement. A priori, plus on a un diplôme élevé,
l'insertion se passe mieux sur le marché du travail. Sachant qu'ici, nous, on s'est concentré sur les jeunes qui ont des problèmes. Les plus importants d'insertion sur le marché du travail, c'est les jeunes qui ont des niveaux de diplôme relativement faibles, maximum, enfin bac, et surtout les jeunes issus des filières professionnelles, ceux qui ont paradoxalement le plus de mal à s'insérer sur le marché du travail. Donc on ne va pratiquement pas parler des diplômes du supérieur, on parle des diplômes niveau bac et infra-bac ici. Alors quand on regarde effectivement ces diplômes, on s'aperçoit qu'en moyenne, avoir un bac, c'est mieux qu'avoir un CAP, par exemple. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la grande hétérogénéité des taux d'accès à l'emploi selon la spécialisation. Alors ces choses sont connues, mais qui commencent à être mieux connues parce qu'on dispose de données beaucoup plus fines depuis que le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation ont publié des statistiques jointes en fusionnant des données du milieu scolaire et puis des données sécurité sociale pour voir finalement où vont les élèves quand ils sortent du système éducatif et ici de l'enseignement professionnel, à la fois l'apprentissage et l'enseignement au milieu scolaire. Donc par exemple sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est qu'on compare les taux d'emploi à 6 mois de jeunes qui sont sortis dans différentes filières du bac pro ou du CSP. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit effectivement que j'ai mieux sortir en moyenne du bac pro ou du CAP, mais ce qui est aussi frappant, c'est qu'il y a une grande diversité des taux d'emploi à 6 mois, avec des taux d'emploi qui frisent de 0, plus fréquents en CAP, et aussi des taux d'emploi qui peuvent être très élevés, d'ailleurs, aussi en CAP. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse superposition de ces distributions des taux d'accès à l'emploi. Alors, en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'au sein de chaque spécialité, et c'est le slide suivant, au sein de chaque spécialité, on s'aperçoit qu'il y a aussi une très grande hétérogénéité quand on regarde les données. Par exemple, ici, on a les formations de cuisiniers et les taux d'accès à l'emploi, la distribution des taux d'accès à l'emploi selon les établissements auxquels les élèves par lesquels les élèves sont passés. Ici, on est en milieu scolaire, il n'y a pas d'apprentissage, on parlera d'apprentissage tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité. En CAP, ça part de 10% et ça va jusqu'à, on les voit pas en dessous, mais de 70%, et en bac pro, ça va de 20% à 80%, et aussi, on voit ici qu'il y a un gros chevauchement. Et en fait, ce qui est vraiment frappant sur ce sujet, c'est que la réussite, l'insertion dans l'emploi, elle est donc hétérogène beaucoup. Quant à l'établissement joue un rôle extrêmement important et ce sont des choses qui sont très mal renseignées. Et donc, ce qui est frappant, c'est que le système éducatif a énormément de mal à être piloté en l'absence d'informations très précises sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail, parce que ces données sont récentes d'une part, et aussi d'autre part parce qu'elles sont incomplètes. En fait, il manque, par exemple, on ne sait pas ce que devient un jeune quand il est en formation complémentaire, on ne sait pas, on va le recenser comme quelqu'un d'inactif, on ne sait pas ce qu'il vient, s'il est chez un particulier employeur, si c'est un indépendant. Ici, on a uniquement les salariés les jeunes qui sont salariés. Donc, on a pour l'instant un système statistique qui rend très difficile le pilotage du système. Sachant que, quand on regarde les choix des jeunes, on s'aperçoit que les jeunes veulent aller plus dans les formations qui, a priori, ont de bons débouchés que dans les formations qui ont peu de débouchés. Donc, on s'aperçoit en regardant les données d'Affelnet, qui donnent les choix des jeunes en troisième sur leur filière professionnelle, on s'aperçoit que les formations qui ont les taux d'emploi les plus élevés n'ont pas assez de place, en fait. Il y a des taux de pression qui sont plus élevés sur ces formations. Donc, on a un système d'offres de formation, une offre de formation qui, à la fois, qu'on a du mal à piloter parce qu'on a des informations limitées sur elle, notamment, et aussi qui ne répond pas à une aspiration des choix des jeunes, sachant que les choix des jeunes semblent beaucoup orientés par les débouchés professionnels auxquels ils peuvent qui peuvent leur être ouverts à l'issue de leurs études. Et donc, il y a des métiers en tension pour lesquels il n'y a pas assez d'offres de formation par rapport au choix des jeunes. Donc voilà, ce qui est pour l'offre de formation, constat, c'est le fait qu'il est vraiment nécessaire d'améliorer l'information pour piloter le système, parce qu'elle est très défaillante, de manière à pouvoir l'adapter. Et c'est évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la discussion, c'est un des objets de la réforme du lycée professionnel
qui est en cours. Alors ensuite, si on passe à l'alternance, l'alternance, c'est beaucoup développé, comme vous le savez, on va peut-être atteindre le million d'apprentis. C'est surtout développé dans le supérieur, en fait, essentiellement développé dans le supérieur. Pour les jeunes qui ont des taux de chômage élevés, qui sont issus du lycée professionnel, qui pourraient devenir apprentis, potentiellement l'apprentissage s'est développé, mais seulement de l'ordre de 20% depuis 2017, donc une augmentation beaucoup moins importante. Mais ce qu'on voudrait discuter ici, c'est quel est finalement l'avantage de l'apprentissage par rapport à la formation au milieu scolaire. Sachant que le fait frappant, c'est que le taux d'emploi des apprentis est en moyenne plus élevé que celui des lycéens, de l'ordre de 20 points de pourcentage. Donc on a à l'évidence de meilleures performances de l'apprentissage. Ensuite, la question, c'est pourquoi? Alors, il y a plusieurs causes qui sont listées ici, potentielles. Premièrement, c'est la sélection des jeunes. Les jeunes qui sont apprentis, qui choisissent la voie professionnelle, ont en moyenne des caractéristiques qui leur permettent d'accéder plus facilement à l'emploi que les jeunes qui sont au lycée professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des jeunes qui sont au lycée professionnel aimeraient être en apprentissage. Et on s'aperçoit que les jeunes apprentis sont issus en général de milieux social plus favorisés, ont des parents qui travaillent plus souvent, ont aussi des caractéristiques psychosociales qui les rendent plus aptes à l'emploi. Ensuite, donc de ce point de vue-là, il est possible qu'une partie des meilleures performances de l'apprentissage soit simplement due au fait que ce sont des jeunes qui sont plus adaptés à l'emploi, qui ont plus de perspectives d'emploi, a priori, qui rentrent en apprentissage. Le deuxième point, c'est est-ce que ça améliore la productivité, est-ce que ça améliore les connaissances acquises par les jeunes? Alors sur ça, les résultats sont assez ambigus. Il y a des études de l'ADEPE qui sont intéressées au savoir de regarder est-ce que l'apprentissage permet de limiter le décrochage scolaire, est-ce qu'il permet d'améliorer l'accès au diplôme. Alors, on trouve des petits effets, les études trouvent des effets plutôt négatifs en fait, parce que les apprentis sont dans des situations plus difficiles en fait, ils doivent à la fois concilier leur activité dans le milieu professionnel et l'école, et il y a un taux d'échec au CAP et au Bac Pro un peu plus élevé que pour les élèves du lycée pro. Les apprentis aussi peuvent avoir une connaissance des métiers spécifiques un peu meilleure, mais en contrepartie, ils acquièrent des compétences générales de manière moins importante, puisqu'ils passent moins de temps à l'école. Et donc, de ce point de vue-là, les effets sur la productivité sont aussi sur leur efficacité, leur connaissance sont très ambigus. Alors, il y a un point, en revanche, qui est très important pour expliquer la réussite de l'apprentissage, c'est le fait que les apprentis restent souvent, de l'ordre de 30% des apprentis restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont été formés. Et on s'aperçoit que statistiquement, c'est ça qui explique en fait la réussite de l'apprentissage, d'un point de vue purement mécanique, parce que il y a à peu près seulement 8% des jeunes de milieu scolaire qui restent dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage. Donc la différence, ça fait à peu près les 20 points de pourcentage de différence d'emploi. Et on s'aperçoit que pour les jeunes apprentis qui sont sortis, qui ne sont pas restés dans leur entreprise de formation, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas un meilleur accès à l'emploi que les lycéens professionnels. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas restés, c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, on s'aperçoit que massivement, 70% des jeunes apprentis qui ne restent pas dans leur entreprise de formation ne réussissent pas mieux que les jeunes qui sont passés par le lycée pro. Alors, il y a aussi une des raisons qui explique la réussite de l'apprentissage, c'est une meilleure adéquation des formations qui sont offertes dans le cadre de l'apprentissage. Il y a à peu près 1000 formations CAP, Bac Pro en France. Et si on regarde les formations qui sont offertes en apprentissage, on s'aperçoit qu'en moyenne, elles ont un meilleur accès à l'emploi que celles pour lesquelles il n'y a pas d'apprentissage qui est offert. Ceci étant, les calculs qu'on a pu faire montrent que ça explique une petite partie des différences de taux d'emploi entre les apprentis et les élèves de milieu scolaire, puisque dans ces formations, pour les mêmes formations, dans lesquelles à la fois l'apprentissage et le lycée pro est offert, il y a une différence de taux d'emploi de 3 points après un an seulement, donc ça explique une partie de cette meilleure équation, mais une partie limitée. Donc en fait, quand on regarde aussi ce qui est frappant, ce qu'on voit sur le slide suivant, ce qui est vraiment frappant quand on regarde la réussite de l'apprentissage, c'est qu'on retrouve le même constat, grâce aux données récentes dont on dispose maintenant, que celui qu'on a pu faire sur le lycée pro, c'est-à-dire qu'il y a une énorme hétérogénéité en fait
des établissements. Par exemple, ici, on a repris la formation de cuisinier, mais pour les jeunes qui passent par l'apprentissage, et on voit que cet établissement ici, c'est le CFA, le Centre de formation des apprentis. Selon le CFA, vous voyez qu'on peut avoir des taux d'emploi qui sont, si on est un CAP, qui passe de 10% à 80%, un peu plus de 80%, et un bac pro, ça aussi entre 30% et 90%. Donc, la qualité de l'établissement joue un rôle fondamental. Alors, elle est très, très difficile à mesurer parce que ça peut être lié au fait que certains établissements sélectionnent des meilleurs éléments, ça peut être lié à à la localisation, ça peut être lié aussi à une équipe pédagogique qui est plus dynamique, de meilleurs liens avec les entreprises. Sur ça, le ministère a commencé à calculer, en ce qui concerne en tout cas les lycées pro, la valeur ajoutée des établissements. Pour l'instant, les résultats sont encore embryonnaires, mais là aussi, pour piloter, on voit quand on voit l'hétérogénéité des résultats, les formations qu'il faut essayer de conserver et d'autres potentiellement de faire évoluer, on voit qu'il faut un pilotage extrêmement fin, établissement par établissement. C'est pas un sujet, le sujet de fond, c'est pas choisir telle formation plutôt que telle autre, c'est en grande partie et pour l'essentiel la qualité des établissements et qui donne des formations et des formations adaptées qui soient adaptées localement. Et pour ça, on a besoin d'un pilotage extrêmement fin et d'un système d'information qui soit beaucoup plus performant que celui dont on dispose aujourd'hui. Alors ça nous amène à l'orientation. Si on regarde en fait les problèmes d'orientation des jeunes, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont mal orientés. On se rend compte que de ce point de vue-là, il y a un diagnostic qui peut être posé de la manière suivante. Tout d'abord, il y a une mauvaise connaissance des perspectives qui sont offertes par les études. Alors, à la fois des perspectives professionnelles en termes de gains salariaux, mais aussi, je peux dire, d'aménités, ce que peuvent offrir des carrières qui sont associées à des études à la fois plus longues, parce que faire des études plus longues, malgré tout, si on a de la bonne filière, ça permet effectivement d'avoir des meilleurs emplois, ça c'est clair. Et à la fois quant au type d'emploi auquel potentiellement on peut être adapté. Donc cette myopie, on s'aperçoit qu'elle conduit à beaucoup de décrochage scolaire, à des choix qui sont beaucoup trop myopes et qui augmentent de manière considérable les inégalités sociales, hein, puisque ces jeunes, notamment les jeunes de lycée pro, sont en partie issus de milieux défavorisés, dans lesquels très souvent les parents ne travaillent pas. À peu près, dans les données qu'on avait, à peu près 30% des élèves dont les parents ne travaillent pas. Donc on est vraiment sur des milieux qui sont éloignés de l'emploi en ce qui concerne les lycées pro. Il y a aussi une mauvaise connaissance des connaissances qui sont requises par les employeurs. Alors là, il y a à la fois les connaissances cognitives, les compétences cognitives, mais aussi les compétences psychosociales. On se rend compte, beaucoup d'études empiriques montrent que ces compétences psychosociales, elles jouent un rôle de plus en plus important pour la réussite des carrières professionnelles et elles sont très mal connues à la fois des jeunes et aussi souvent du corps enseignant, dans la mesure où ces compétences psychosociales varient selon le type d'emploi vers lequel on se dirige, selon le type de spécialité. Et sur ça, il y a vraiment un déficit d'information. Alors dans ce cadre, ce qui est très important, c'est évidemment potentiellement le rôle des conseillers d'orientation. En France, les conseillers d'orientation sont des psy-EN qui se concentrent beaucoup sur les publics qui ont très grandes difficultés. Ils sont en sous-effectif en fait dans l'éducation nationale et ils se concentrent vraiment sur les jeunes qui ont des grandes difficultés, des problèmes sociaux, psychologiques. Il n'y a pas d'accompagnement un peu généralisé, un peu plus large, par des conseillers qui sont vraiment spécialisés du fait en grande partie d'un problème de sous-effectif. Alors, à l'étranger, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur ce sujet et qui montrent l'importance des conseillers d'orientation pour accompagner les élèves. Plusieurs études montrent que recruter un conseiller d'orientation, c'est à peu près la même valeur ajoutée que recruter un enseignant supplémentaire. Ça concerne les États-Unis. Et donc ça suggère que cet accompagnement, quand on regarde le système français, on voit que cet accompagnement est potentiellement très très défaillant et que nos jeunes de lycée pro et en amont, même en milieu scolaire, parce qu'il va faire ses choix, sont très mal orientés, simplement par un déficit d'accompagnement. Alors, ce que fait l'Éducation nationale beaucoup, c'est développer des outils sur Internet,
qui peuvent avoir un rôle, mais beaucoup d'études aussi sur ce sujet montrent que des outils numériques peuvent améliorer la situation des jeunes, les choix des jeunes, mais leurs effets sont très limités et notamment lorsqu'ils ne sont pas combinés avec un accompagnement personnalisé. Ce qui est vraiment essentiel, c'est l'accompagnement personnalisé des jeunes, leur expliquer quelles sont les attentes des employeurs, quel est le contenu des métiers, quels sont les choix possibles et quels sont les débouchés. Donc, ce qui ressort de ces travaux sur l'accompagnement, enfin sur l'orientation et l'insertion pro, c'est l'énorme déficit en fait de l'orientation dans le système français, avec un système d'information qui est extrêmement éclaté, aussi un accompagnement très éclaté entre le professeur principal, le PsyEN pour les élèves en grande difficulté, des réunions épisodiques avec potentiellement des professionnels, mais un grand déficit. Et aussi un gros déficit en ce qui concerne le monde de l'entrée sur le marché du travail, parce que rentrer sur le marché du travail, c'est pas facile, et en France, il y a un saut. Lorsque les études en lycée pro sont finies, eh bien, les jeunes sont laissés à même sur le marché du travail. Et choisir le bon emploi, connaître les formations complémentaires à l'issue de ces études, ça a un effet très important ensuite pour l'ensemble de la carrière professionnelle. Ça aussi, c'est un des points de la réforme du lycée professionnel, puisque l'ensemble des lycées professionnels devrait être accompagnés par des conseillers du service public de l'emploi pour les aider à rentrer sur le marché du travail. Donc, en guise de conclusion, pour laisser du temps à la discussion, le problème d'insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est comme l'a rappelé Jérémy tout à l'heure, c'est tout d'abord un problème de fonctionnement général, du fonctionnement du marché du travail. Il y a une corrélation très forte entre le chômage des jeunes et le chômage général, en général, et la France, bien que le chômage soit relativement bas aujourd'hui, autour de 5%, mais beaucoup plus élevé que dans des pays comme l'Allemagne, ou des pays qui ont d'autres pays européens. Dans la moyenne de l'OCDE, le taux de chômage est en dessous de 5%. Donc la France, de ce point de vue-là, a des problèmes de structure du fonctionnement du marché du travail. Mais en ce qui concerne, donc, et plus spécifiquement, l'accompagnement des jeunes dans cet environnement, après le lycée, après la sortie des études, pour ces jeunes relativement peu qualifiés, il est essentiel d'essayer de mieux comprendre ce qui fonctionne dans l'accompagnement vers l'emploi, avec mieux comprendre quel est dans les contenus, dans les tâches des conseillers qui permettent de les accompagner vers l'emploi. Jérémy en a dit deux mots, donc ça suppose effectivement des recherches supplémentaires. Et ce qu'on sait, c'est que quand on élabore des dispositifs de formation professionnelle ou de contrat aidé, il est essentiel de certifier les compétences pour les jeunes, sachant que de ce point de vue, dans ce domaine, les formations sont coûteuses et le rendement de ces formations est très limité. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il est essentiel d'agir en amont, et sur ce point, la France a vraiment d'énormes marges de manœuvre en pilotant mieux le système éducatif. Il faut tout d'abord améliorer le système d'information. C'est complètement aberrant qu'on ne sache pas ce que deviennent les jeunes en sortant du système éducatif aujourd'hui, en 2022. On ne sait pas encore tout à fait. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été créés à partir de 2020, mais on est encore très très loin du compte. Et ça, c'est totalement aberrant, sachant que, dans le livre, si on a ces données, elles existent. Hein. Vous connaissez toute votre carrière professionnelle si vous allez sur votre compte retraite. Donc, on peut faire ça. On l'a fait pour les seniors, on pourrait le faire pour les jeunes, et les problématiques de ne pas disposer de ces informations. Il faut aussi, je pense, développer le rôle des conseillers d'orientation en milieu scolaire, en s'appuyant sur un système d'information qui soit plus adapté. Et puis aussi, il faut vraiment accompagner les jeunes sortants du système éducatif pour les aider à s'insérer sur le marché du travail, avec un accompagnement qui commence dès le lycée, en fait, dès que les jeunes s'orientent vers des choix professionnels, il faut les aider à élaborer ces choix au sein du lycée, les affiner, et puis les accompagner lors de l'entrée sur le marché du travail. Et pour ça, il faut déployer les actions du service public de l'emploi, faire des liens avec le système éducatif et le service public de l'emploi. Voilà pour cette conclusion générale. Nous sommes en attente de discuter de ces points avec vous. Merci.
Merci Pierre et Jérémy pour cette présentation. Vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet Conversation que je me chargerai de relayer aux deux auteurs. En attendant de prendre des questions des participants, j'ai une première question pour vous. Pourquoi y a-t-il si peu d'évaluation en France sur les coûts et les bénéfices des politiques et dispositifs mis en place dans le domaine de l'emploi des jeunes, contrairement aux États-Unis notamment, ou d'autres pays comme l'Allemagne ou le Japon? Moi, enfin, je commence à répondre, Jérémy. Sur ce point, on peut dire qu'il y a des progrès quand même qui sont réalisés de manière importante. En ce qui concerne les jeunes, et donc il y a des évaluations qui sont menées. Il y a une grande difficulté à mener des évaluations effectivement randomisées de manière à bien pouvoir identifier qu'est-ce qu'il y a un contrefactuel, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la politique. Je pense qu'un des points essentiels, c'est finalement l'accès aux données. La possibilité d'utiliser les données en suivant les trajectoires des gens, des jeunes. C'est vraiment un énorme obstacle qui commence disons, à être de moins en moins important, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment l'obstacle essentiel. On le voit, pouvoir faire des évaluations, ça veut dire pouvoir suivre les trajectoires des personnes. Voilà, c'est essentiel. Et pour l'instant, on est encore assez loin du compte, bien qu'il y ait eu des progrès. Effectivement, je peux juste compléter avec un élément et qui fait référence à l'ouvrage de Stéphane Carcillo dans la même collection, à savoir donner des compétences aux jeunes, leçon américaine. C'est qu'en fait, il y a un gros travail de pédagogie de la part de des équipes académiques et scientifiques aux États-Unis vis-à-vis des parlementaires pour à chaque fois qu'une proposition, un programme a été implémenté, de l'associer à une évaluation et si possible randomisée. Donc, ils permettent d'isoler l'effet du programme de tout autre facteur qui pourrait expliquer l'insertion des jeunes. Et en France, ça commence, comme l'a dit Pierre, ces dernières années à être implémenté, mais on a pris du retard sur ce niveau-là, et qui fait qu'en plus du manque de données, expliquer tous les partenaires et toutes les parties prenantes qu'il est nécessaire d'évaluer le dispositif afin de mieux piloter le système et allouer les ressources, explique finalement qu'en France, on dispose de peu d'évaluation par rapport à d'autres pays comme les pays nordiques ou les États-Unis. Alors, merci pour ces éléments de réponse. J'ai une autre question concernant les contrats d'apprentissage. La France a souhaité s'inspirer de l'Allemagne en renforçant massivement ce type de contrat. Quels sont les premiers retours sur ce dispositif, hein? Pierre a évoqué le chiffre de presque 1 million d'apprentis. Euh, quel est votre avis là-dessus? Sur la montée de l'apprentissage. La montée de l'apprentissage en France, elle s'est faite de manière assez originale par rapport à d'autres pays, puisque l'apprentissage a explosé dans le supérieur pour des jeunes qui finalement ont des taux d'accès à l'emploi relativement élevés. Ça s'est fait dans le cadre de réformes, en deux vagues. Hein. La première vague, une réforme qui a modifié le mode de financement et le mode de fonctionnement de l'apprentissage, qui a permis l'ouverture de CFA, en fait, de manière beaucoup plus aisée. Et ça a surtout attiré, en fait, des établissements d'enseignement qui pouvaient, pour certains, exister déjà ou qui ont été créés dans le supérieur. Parce que ça permettait effectivement d'avoir des ressources supplémentaires. Et ensuite, ce système la deuxième étape, ça a été dans le cadre du Covid, des subventions assez généreuses qui ont été données pour pouvoir à la fois embaucher des apprentis du côté des entreprises, qui est jusqu'à 8 000 € par apprenti, et une couverture donc des contrats de ces établissements qui formaient les jeunes dans le cadre de CFA. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation. C'est vrai que ce qu'on sait néanmoins, c'est que l'apprentissage augmente le taux d'accès à l'emploi pour les jeunes peu qualifiés. En ce qui concerne les jeunes qualifiés, on ne voit pas d'effet significatif en fait sur le passage à l'apprentissage versus un passage par un établissement d'éducation d'enseignement supérieur. C'est travaux notamment de Brébion sur le sujet. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, mon regard sur cette réforme est assez sceptique. Je pense qu'il aurait été plus pertinent, plus efficace de cibler ces dépenses sur les plus bas niveaux de qualification, sachant que comme on a essayé d'expliquer dans l'ouvrage,
La priorité ici, c'est vraiment de piloter le système avec des performances extrêmement hétérogènes. Et donc là, il y a des marges de manœuvre extrêmement importantes, à la fois du côté des CFA, qu'on va montrer dans les petits graphiques que j'ai montrés, et du côté des lycées pro, mais aussi du côté des CFA et de l'apprentissage. Et donc, cette réforme, pour l'instant, on est assez sceptique, je pense, sur ce sujet, mais il va être aussi très important de pouvoir l'évaluer de manière précise avec des systèmes d'information qui soient adaptés. Totalement d'accord avec Pierre. Et si on se concentre, contrario, sur les jeunes au plus bas niveau de qualification, dont le nombre finalement n'a pas grandement changé ces dernières années, on a fait une étude avec Pierre il n'y a pas très longtemps où on montre que finalement, si la formation en apprentissage ne change pas de structure, faire changer les jeunes de lycée professionnel et les amener vers l'apprentissage n'aura pas grand effet sur l'insertion professionnelle, dans la mesure où l'avantage est surtout drivé par la rétention d'entreprises de formation. Donc, si vous contrôlez en fait de cet élément-là, augmentez le nombre d'apprentis, même à un niveau n'a pas grand effet euh, si la formation alternance ne permet pas d'améliorer la productivité des jeunes en global. On a deux questions. Une question un peu générale. Pourquoi y a-t-il autant d'inégalités sociales entre les jeunes et quels sont les leviers pour y remédier? Vaste question. Pierre, tu as plus d'expérience que moi, je te laisse y répondre. C'est une question évidemment très, très large. Enfin, nous, dans l'ouvrage, c'est sûr qu'on insiste, c'est que dans le cadre du milieu scolaire, il y a effectivement les inégalités ont tendance à être accentuées par des mauvais choix, en fait, et ce qui est lié en partie par à la fois un déficit d'accompagnement des jeunes. On a parlé des conseillers d'orientation qui peuvent jouer un rôle important. Je pense qu'ils sont vraiment sous-utilisés, sous-utilisés en France, en sous-effectifs. Ils sont vraiment concentrés sur des jeunes qui ont des très, très grandes difficultés, mais les travaux sur le sujet suggèrent que une part importante des jeunes avec des moins grandes difficultés pourraient aussi bénéficier d'un accompagnement plus poussé. Donc ça, voilà, c'est un des leviers. Et aussi, adapter l'offre de formation sur des formations qui ont plus de débouchés, parce qu'on s'aperçoit que ce sont ces formations qui sont en tension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place et les jeunes veulent y aller. Et on s'aperçoit que c'est encore plus le cas pour les formations qui sont de bas niveau, de niveau CAP. C'est là qu'il y a le plus grand hiatus entre les offres du système de formation et les demandes des jeunes. Et on s'aperçoit qu'il y a, la tension, c'est-à-dire le manque de place par rapport aux demandes des jeunes est plus important pour les formations qui ont de bons débouchés. Donc et ces jeunes sont aussi évidemment issus de milieux en général très peu favorisés lorsqu'ils postulent pour ces niveaux de formation. Voilà. Mais ça, c'est une petite partie. Ensuite, le problème des inégalités sociales, c'est évidemment beaucoup plus large. Ouais. Une vaste question, en effet. Une deuxième question, serait-il possible de mesurer avec les données disponibles l'effet d'entreprise sur l'insertion des jeunes en apprentissage? Je pense que Jérémy en a parlé sur l'effet rétention. C'est comme ça que je comprends la question. Je vous laisse répondre là-dessus, si vous avez des éléments de réponse. Je ne sais pas si ce qui est entendu par effet entreprise fait totalement écho à l'effet rétention. L'effet rétention, c'est finalement le fait d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle on a fait sa formation. Ce qui peut être différent de l'effet entreprise sur la probabilité d'accéder à un emploi ensuite dans n'importe quelle autre entreprise ou job. Donc là, je ne suis pas sûr qu'avec les données actuelles, on est capable d'isoler cet effet-là, sachant qu'il faudrait pouvoir disposer finalement de chocs qui impactent certains types d'entreprises et pas d'autres, mais qui sont même comparables pour pouvoir justement sur ces effets-là. Après, des techniques économétriques qui permettent de prendre en compte des effets entreprises, mais qui nécessitent un gros volume de données au niveau salarié entreprise. Donc là, je ne sais pas, Pierre, si tu as des éléments complémentaires. Non, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont meilleures que d'autres? Je pense que c'est très très difficile à repérer. Déjà, il y a beaucoup d'apprentis qui sont dans des petites entreprises. Ouais, c'est une très bonne question. Je ne connais pas de travaux qui ont, à ma connaissance, je ne sais pas si vous en connaissez, mais ouais, c'est une très bonne question sur lesquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais il y a sûrement des entreprises qui sont plus efficaces que d'autres pour former des apprentis. Voilà. Sachant que ce qu'on souligne quand même dans des travaux
travaux soulignent quand même le fait que vraisemblablement, il n'y a pas énormément de valeur à rajouter qui sont amenées par les entreprises aux apprentis. Pour une raison pour une raison que l'analyse économique illustre assez bien, c'est le fait que les entreprises ont intérêt à former les jeunes, mais pas trop non plus, parce que sinon ils risquent de partir vers d'autres entreprises. Donc, c'est un grand problème de la formation, c'est que il y a un grand risque à former les jeunes, parce qu'une fois qu'ils sont formés, ils ont tendance à partir. Donc, c'est pas le cœur de métier des entreprises de faire la formation de ce point de vue-là, parce que simplement en termes d'incitation, c'est un investissement de former des gens. Et ensuite, il y a le risque qu'ils puissent avoir des salaires plus élevés en partant, ou qu'il faille augmenter leur salaire pour les garder. Donc, on ne doit pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait des effets énormes qui sont liés au fait de passer dans telle ou telle entreprise. Mais c'est un vrai sujet qui est intéressant et sur lequel, pour l'instant, on n'a pas d'éléments précis, je pense. D'autant plus que quand on regarde la littérature un peu plus large en fait, sur les entreprises, on voit qu'il y a un sorting qui est fait où les meilleurs salariés vont dans les entreprises les plus productives. Et donc, dissocier les entreprises du salarié, il est compliqué. Donc, mesurer l'effet propre de l'entreprise, un sujet intéressant pour les années à venir. En attendant d'éventuelles autres questions, vous avez évoqué la réforme des lycées professionnels qui est en cours. Est-ce que ça s'inscrit dans la bonne direction? Et je vais élargir un peu plus la question à éventuellement la réforme sur France Travail. Qu'en pensez-vous? Je peux commencer sur la réforme du lycée professionnel. Je crois un des grands axes de la réforme du lycée professionnel, c'est de rapprocher les lycées professionnels du monde du travail, en notamment il y a beaucoup de choses, mais en essayant d'adapter le système de formation, l'offre de formation. En fait, en amont, si Inserjeune a été créé, je pense que c'est des raisons pour avoir, des motivations, c'est pour avoir un meilleur pilotage. Et pour pouvoir repérer les formations qui étaient les meilleurs débouchés, et puis celles qui en offraient les moins bons. Donc je pense que de ce point de vue-là, la réforme elle est extrêmement bienvenue et adaptée. C'est une réforme qui s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été fait en 2018 pour essayer de justement donner des conseils aux jeunes pour choisir leur orientation et notamment pour mieux entrer sur le marché du travail. Donc je pense qu'il y a une certaine continuité et que de ce point de vue-là, il y a des avancées pour des jeunes qui ne sont pas au centre de l'attention en général. Et donc, là, c'est une bonne chose. Il y a aussi un autre élément, je pense, sur lequel nous, on travaille, qui nous semble pertinent, c'est le fait qu'on aide les jeunes on accompagne les jeunes maintenant grâce au service public de l'emploi pour les aider à trouver un emploi. Donc, on les aide en fait avant même qu'ils sortent du lycée, dès le mois de janvier. On leur donne des conseils, etc. Et on les accompagne ensuite jusqu'à l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui va se généraliser, qui pour l'instant n'a pas été complètement évalué, mais qui va être généralisé. Et potentiellement, si l'évaluation s'avère positive, ça pourrait être semble-t-il, une bonne piste, parce que ce sont des choses qui existent à l'étranger, qui sont fonctionnelles à l'étranger. Voilà. Parce que rapprocher simplement les lycées des entreprises, c'est bien, mais chaque entreprise, en fait des recrutements très particuliers. Il est très important aussi de donner aux jeunes l'éventail des choix possibles, même quand ils sortent de formation un peu assez spécifique, parce qu'il y a toujours des possibilités d'éventail de choix avec des formations complémentaires, etc. Et pour ça, avoir des professionnels au accompagnement, c'est extrêmement important pour permettre aux jeunes de s'insérer au mieux sur le marché du travail. Tu veux peut-être rajouter des choses, Jérémy? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord par rapport à ce que tu as dit sur la réforme de la voie professionnelle. Ça semble aller dans le bon sens. Et pour compléter surtout sur France Travail, il faudra attendre de voir ce que donnent les sessions qui sont actuellement débattues par les parlementaires et voir les textes. C'est pas évident, oui, en effet. Et en tout cas, sur le papier, là aussi, ça me semble aller dans le bon sens, dans la mesure où Pôle emploi va être rebaptisé France Travail avec une restructuration des opérateurs de placement pour les demandeurs d'emploi et des missions locales aussi pour les jeunes, avec France Travail Jeunes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir justement, à travers un point d'entrée unique pour le jeune, renseigner sa situation, formuler son besoin et ensuite pour rediriger vers la solution qui est la plus adaptée, étant donné
étant donné ses besoins, plutôt que de se retrouver dans un millefeuille administratif et ne pas savoir dans quel dispositif se rentre, ou être baladé d'opérateur en opérateur en manque de coordination, puis en attente, être en attente d'informations bah, qui, au final, coûtent de l'argent public et prolongent la durée au chômage, en inactivité des jeunes, d'autant plus que cette réforme est censée être accompagnée alors, je ne sais pas si c'est d'un système d'information unique, mais en tout cas d'une plateforme via laquelle les différents systèmes d'information doivent communiquer, pour éviter justement à chaque fois répéter ces informations lorsqu'on va voir un nouvel opérateur, et améliorer l'accompagnement et le pilotage de l'accompagnement du jeune, afin qu'il puisse justement trouver la solution la plus adaptée et le plus rapidement possible. Donc là, il faudra voir ce que donnent les débats parlementaires, mais a priori, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Très bien. On va prendre une dernière question avant de conclure ce webinaire. Donc, monter une formation est une opération à la fois longue et coûteuse. Les besoins de recrutement ou les tensions, par contre, s'inscrivent sur le long terme. Faire correspondre les formations aux besoins volatiles des entreprises paraît alors risqué. Ne vaut-il pas mieux mettre en place un système de prévision à plus long terme plutôt que de mettre en contact l'éducation nationale avec le pôle emploi? Alors, je peux répondre sur ça. J'ai envie de dire non, justement, les prévisions à long terme. La demande de formation, on l'a vu, est très locale, en fait. Enfin, les demandes des entreprises sont très locales. Le fait qu'une formation soit adaptée, c'est souvent un point extrêmement local. Quand on regarde la manière dont fonctionnent les lycées professionnels, en fait, les lycées professionnels essaient de s'adapter, pour ceux qui fonctionnent bien, en mettant des modules complémentaires. Il y a beaucoup de lycées professionnels qui, même après le bac pro, ont une année de modules supplémentaires voilà, pour pouvoir s'adapter à des offres locales. Et c'est en ça que le service public de l'emploi peut aider, parce qu'en fait, le service public de l'emploi ou des opérateurs externes du service public de l'emploi ont des outils pour anticiper, ils sont en contact avec les entreprises, ils ont des outils pour essayer d'anticiper ce qui se passe au niveau local, au niveau du bassin local, sur les besoins des entreprises. Ils ne sont pas isolés, hein, donc ce rôle d'intermédiaire entre à la fois les équipes éducatives et puis donc dans les lycées, les jeunes connaître leurs attentes et puis anticiper au niveau local les besoins des entreprises en dialoguant avec les entreprises, en participant à l'élaboration de curriculum au niveau local. C'est ça que peut faire le service de l'emploi, c'est ça qu'il sera amené à faire en ayant des relations avec l'éducation nationale. Donc c'est un point extrêmement local et qui donne de la réactivité, parce que c'est long de monter une formation, mais néanmoins en général ce sont des formations qui sont associées à des socles déjà existants, et on apprend à faire sur des aspects techniques, on donne des modules de formation complémentaires qui peuvent être donnés après d'ailleurs la sortie du système éducatif. En général, c'est donné par exemple souvent par des agences d'intérêt, mais avec des formations qui sont financées par des branches professionnelles quelquefois, mais ça peut être aussi fait en amont dans les lycées, et ça offre des perspectives beaucoup plus positives aux jeunes qui savent qu'ils vont être sur des postes de travail, qui aura des perspectives d'emploi qui sont bien mieux parce qu'il y a cette connexion. Et donc je pense effectivement le rôle du service public de l'emploi ici, c'est de jouer au niveau local et de créer cette connexion. Et c'est ça qui manque en grande partie, à la fois pour accompagner les jeunes, mais aussi les entreprises vers le système éducatif, vers l'éducation nationale. Tout à fait. Alors, il faudra voir concrètement comment ça va se mettre en pratique ensuite au niveau local, comment vont se coordonner les différents établissements scolaires et les opérateurs d'accompagnement. Et en ça, normalement, la réforme de la voie professionnelle est censée donner une plus grande flexibilité au lycée professionnel pour s'organiser et changer les maquettes en fait, des formations professionnelles selon l'évolution du besoin des entreprises, un peu à la manière de certaines entreprises qui financent des contrats en alternance, hein, qui s'adaptent très rapidement, et les CFA associés adaptent leur maquette en accordance. Et puis pour les transformations futures à venir, il y aura toujours la possibilité de recourir à la formation professionnelle continue via le CPF, qui est un outil, je pense, là aussi plutôt utile pour modifier son portefeuille de compétences lorsque les évolutions le nécessiteront sur le plus long terme pour les jeunes. Merci Pierre et Jérémy. Donc, pour en savoir plus, je renvoie à la lecture de votre ouvrage Quelle politique de l'emploi pour les jeunes. Le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur le site de l'Institut Louis Bachelier et YouTube. Merci Pierre et Jérémy. Merci à vous. Merci à vous. Merci Et pour à vos questions. bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir, merci. Bonne journée, au Au revoir. revoir.